maintenant, les gouvernements peuvent très bien décider de faire ce qu'ils ont fait dans le passé, quand il y a eu la crise des subprimes aux États-Unis, c'est-à-dire d'investir massivement dans l'industrie, y compris dans l'industrie polluante, en prétextant que la richesse part tout en haut et qu'elle ensuite elle descend vers le bas. À ce moment-là, la signification de cela serait que ça aurait été simplement une crise et que dans la plupart des domaines qui sont des domaines stratégiques dans lesquels on identifie des véritables opportunités et des véritables possibilités de sortir grandi de cette tragédie. Jonathan Hackenbaum, bonjour. Je ne sais pas si vous nous entendez. Oui, je vous entends. Voilà. On vous entend et on vous voit. Bonjour Jonathan, Voilà. vous êtes responsable à Greenpeace en Israël et on va essayer de voir avec vous donc de quelle manière le coronavirus influence sur l'environnement en Israël et dans le monde. Alors est-ce que de ce côté-là, il y a quelques bonnes nouvelles ? Je ne sais pas si j'ose parler de bonnes nouvelles parce que, bon, bien sûr, il y a des à côté une fois que, du fait que l'économie est complètement bloquée, que beaucoup de gens sont chez eux, alors nécessairement les gens voyagent moins et on observe une baisse très très sensible des émissions aussi bien de polluants atmosphériques locaux comme voilà, les dioxydes d'azote et les particules fines. Que les gaz à effet de serre aussi. Donc on parle d'une baisse de plusieurs dizaines de pourcents, ça va entre 20 et 30% suivant les endroits. Ah, c'est quand même important. Voilà, donc oui, c'est extrêmement important, c'est significatif, on va dire. Vous parlez d'Israël. Vous parlez d'Israël ? Non, c'est dans le monde entier. Dans le monde entier. Israël, oui, en Israël, le ministère a publié des données là-dessus. Quand on suit notamment les concentrations de dioxyde d'azote, qui est un polluant qui est particulier au transport, alors on voit qu'il y a une baisse de quelque chose de l'ordre de 30%. Donc effectivement, c'est très important, c'est très bien. Ça veut dire aussi que pendant cette période, les gens sont moins exposés à la pollution et qui respirent un air qui est un air meilleur. Mais d'un autre côté, vu qu'ils sont moins dehors et qu'ils sont plus chez eux, ils en profitent moins. C'est ça aussi qu'il faut prendre en compte. Donc ça, c'est voilà, on va dire, mais ça, c'est un niveau essentiellement superficiel. Je pense que le corona, quelque part, il appelle de manière un peu plus profonde nos modes de pensée, nos modes de vivre, nos modes de vie, nos modes de pensée. Notamment sur cette question-là simple du fait que les gens ne voyagent plus et beaucoup d'entre nous sont contraints de travailler de chez eux. La question se pose pour après le corona, ne faudrait-il pas généraliser ce modèle, c'est-à-dire au moins l'élargir? Et à ce moment-là, la baisse de pollution qu'on a rencontrée et la baisse d'émissions de gaz à effet de serre, on l'aurait non pas seulement pour les quelques semaines ou les quelques mois où nous sommes confinés, mais c'est quelque chose qui pourrait s'inscrire dans la durée. C'est ça qui est vraiment important en fin de compte. Boris Cyrulnik a parlé non pas de crise mais de catastrophe en disant que lorsqu'on parle de crise, eh bien, on s'attend après la crise à retrouver une vie normale, mais quand on parle de catastrophe, on n'a surtout pas envie de refaire ce qui se passait avant cette catastrophe. Est-ce que pour vous c'est aussi un mode de pensée, c'est aussi quelque chose que vous reprenez à votre compte, surtout pas refaire ce que l'humanité a fait jusqu'à présent? Oui, c'est quelque part, c'est difficile de parler d'occasion, c'est difficile de parler d'opportunité, de parler de mots qui sont dans un lexique, on va dire, dans lesquels il y a de l'espoir, mais disons que oui, essentiellement, c'est important dans cette période d'essayer d'écouter, d'être à l'écoute de ce qui se passe. Et puis si déjà on est confiné, si déjà on souffre, si déjà on a aussi peur pour nos proches, alors autant élargir un peu le champ de pensée et essayer de voir ce qu'on voudrait faire différemment. Alors, je ne sais pas si on peut parler par rapport à ça, la distinction catastrophe ou crise. Je comprends tout à fait cette distinction et je pense que quelque part, ce n'est pas encore décidé si ça aurait été simplement une crise ou si ça aurait été une catastrophe. Il est certain que certains domaines vont changer durablement. Par exemple, tout ce qui est lié à l'aviation, au contrôle des frontières et tout ça, je suppose qu'il va y avoir un changement vraiment de perception qui va être profond. L'industrie du pétrole est à genoux. Et l'industrie du pétrole est à genoux à une époque où il est nécessaire pour protéger la planète et pour protéger le climat de laisser le pétrole
le charbon et le gaz dans la terre et de faire des investissements massifs pour passer aux énergies renouvelables et aux économies d'énergie. Et donc, par rapport à ça, maintenant, les gouvernements peuvent très bien décider de faire ce qu'ils ont fait dans le passé quand il y a eu la crise des subprimes aux États-Unis, c'est-à-dire d'investir massivement dans l'industrie, y compris dans l'industrie polluante, en prétextant que la richesse part tout en haut et qu'elle ensuite elle descend vers le bas. À ce moment-là, la signification de cela serait que ça aurait été simplement une crise et que dans la plupart des domaines qui sont des domaines stratégiques dans lesquels on identifie des véritables opportunités et des véritables possibilités de sortir grandi de cette tragédie, on aura loupé tout ça parce qu'on sera revenu en force vers les anciens modèles et vers, on va dire, vers ce qui était dans le passé. Donc c'est en train de se jouer et je pense que c'est un peu... c'est un peu ce que vous faites actuellement à Greenpeace, c'est travailler justement sur l'après-corona ? Absolument, absolument. On est essentiellement sur l'après-corona, c'est-à-dire le fait que j'ai pas de réjouissance particulière au fait qu'il y ait moins de pollution. Bien sûr, c'est-à-dire c'est une espèce de demi-consolation comme ça. Mais l'essentiel, c'est l'après-corona. C'est-à-dire qu'il y a 3 jours, le gouvernement, plus exactement, l'autorité du gaz a annoncé qu'elle allait financer le conduit de gaz vers l'Égypte à hauteur de 270 millions de shekels. Donc c'est un cadeau qu'elle fait à Delek, à Nobel, à Yitzhak Teshuvah et à ceux qui développent le gaz et les industries fossiles en Israël. Donc, c'est pas trop le modèle qu'on a envie de voir. On a envie de voir un modèle qui est un modèle qui va aider plus les gens qui ont été le plus exposés à cette crise, qui ont le plus souffert de cette crise. Et aussi, on espère voir un modèle d'investissement massif pour savoir justement utiliser les opportunités et voir les points où essentiellement, on va dire ce qu'il faut faire pour l'environnement et ce qu'il faut faire pour la société se rencontrent. Alors justement, on sait évidemment qu'Israël n'est pas tellement un pays, ce qu'on appelle écologique. C'est pas vraiment ni dans la mentalité du peuple, ni dans l'objectif. Il y a beaucoup d'autres questions urgentes en Israël. Est-ce que vous pensez que ça va changer ? Est-ce que vous avez des appuis politiques ? On est en ce moment en plein changement politique. Est-ce qu'il y a un espoir pour vous de mettre ces questions écologiques comme une priorité pour ce nouveau gouvernement qui pointe ? D'accord. D'abord, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours des plans, parce que sinon, je ne travaillerais pas là-dedans. Ça serait peine perdue. Ça, on va dire, c'est de manière générale. Il y a, maintenant que Gantz rejoint le gouvernement de Netanyahou, il a une possibilité qui est très faible, que Miki Khaimovitch et le ministère de l'Environnement, ça ne se passera probablement pas, mais bon, on ne sait jamais. Mais au niveau de la conscience, oui, par rapport à ça, je pense qu'il y a une véritable opportunité, il y a vraiment des choses qui sont en train de se passer. Les gens sont chez eux, les gens sont avec leurs enfants. Et par rapport à ça, c'est là-dessus que je table et c'est là-dessus que je pense que le public va se réveiller après le corona différent de ce qu'il était avant. Je le constate chez moi, je le constate chez mes proches, je le constate chez tout le monde, une capacité accrue à distinguer entre l'essentiel et le superflu. Maintenant, tous les hommes ne sont pas forcément d'accord sur ce qui est essentiel et ce qui est superflu, j'entends bien. Mais par rapport à ça, je crois qu'il y a certaines choses sur lesquelles, on va dire, la préservation de la planète, le fait d'avoir un environnement sain, d'avoir un contact avec la nature, le fait de savoir garder et préserver pour les générations futures, je pense qu'il y a un consensus large sur le fait que ce sont des choses essentielles. Et donc, par rapport à ça, je pense que notre voix sera plus entendue demain. Maintenant, ce qui m'inquiète plus, c'est la façon dont les politiciens et les entreprises, notamment ces entreprises assez puissantes, savent jouer au niveau de la communication et endormir le public. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on devrait être vigilant plus que jamais. D'accord. Bon, je crois que vous êtes nombreux à vous mobiliser. Il n'y a pas que Greenpeace, il y a de nombreux lobbying. C'est assez nouveau, on va dire, en Israël. En tout cas, leur voix est de plus en plus présente dans la société israélienne. C'était aussi pour nous l'occasion de vous donner la parole et de faire peut-être un monde meilleur après le corona. Voilà. Merci en tout cas, Jonathan. Bonne continuation pour vous. Voilà, d'avoir parlé. À bientôt. Retrouvez du dimanche au vendredi notre live quotidien spécial coronavirus. 3 heures de direct ininterrompu de 8h à 11h. Pour tout savoir sur l'actualité du virus en Israël, menée par Daniel Haïk, Olivier Granillic et Cathy Choukroun.
Le live Studio Qualitas, c'est tous les jours en direct, puis en replay sur Facebook, YouTube ou sur notre application et sur le site studioqualita.com.